Tu as déjà terminé une conversation en te sentant plus bête, comme si ton cerveau était passé dans un mixeur et qu'il n'en restait qu'une bouillie grise et sans saveur? Ce n'est pas une gueule de bois, c'est un vide de cerveau. Un état de fatigue mentale totale provoqué par une seule personne. Cette personne, ce n'est pas un méchant de film. Elle est souvent intelligente, articulée et peut même être ton ami, ton collègue ou un membre de ta famille. Pourtant, après chaque interaction, tu te sens lessivé, confus, comme si tu venais de passer un examen pour lequel tu n'avais pas révisé. Bienvenue dans le monde du vampire intellectuel. Ce n'est pas un terme clinique, mais une métaphore parfaite pour décrire celui qui se nourrit de ton énergie mentale. Contrairement au vampire classique qui veut ton sang, celui-ci veut ta validation, ton attention. Et surtout, il veut avoir raison. Dans cette vidéo, on va disséquer ce phénomène. On va identifier les différents types de vampires, comprendre pourquoi ils agissent ainsi, et surtout, comment protéger ton espace mental. Car ton énergie mentale, c'est ta ressource la plus précieuse. Il est temps d'arrêter de la distribuer gratuitement. Partie 1. Les 4 cavaliers de l'apocalypse conversationnelle, identifions les coupables. Premièrement, il y a le pinailleur ou monsieur en fait. Pour lui, la conversation n'est pas un échange, c'est une séance de correction. Tu racontes une anecdote et il t'interrompt pour corriger un détail insignifiant. La date, le nom d'une rue, la conjugaison d'un verbe. Le but n'est pas d'enrichir la conversation, mais de te montrer qu'il sait mieux. Chaque petite correction est une micro-affirmation de sa supériorité. L'effet sur toi? Tu perds le fil de ton histoire. Ta spontanéité est tuée dans l'œuf. Tu commences à douter de chaque mot que tu prononces. Deuxième type, l'avocat du diable. Quoi que tu dises, il prendra systématiquement la position inverse, par principe. Tu aimes un film? Il va t'expliquer pourquoi c'est un AV surestimé. Tu penses qu'une idée est bonne? Il va lister tous les scénarios catastrophes possibles. Il ne croit pas forcément à ce qu'il dit. Le jeu, pour lui, c'est le débat. Il adore te pousser dans tes retranchements et te voir défendre tes opinions. C'est épuisant. Tu es venu pour partager une pensée et tu te retrouves dans un procès où tu dois justifier ton existence. Troisième type, l'inquisiteur. Sa conversation est un interrogatoire. Il enchaîne les questions, non par curiosité, mais pour trouver la faille. Pourquoi tu penses ça? Quelle est ta source? As-tu considéré cet autre facteur? Es-tu sûr de ta logique? Chaque réponse que tu donnes mène à 3 nouvelles questions. Il ne cherche pas à comprendre, il cherche à déconstruire, à te piéger. Le résultat est une anxiété paralysante. Tu as l'impression que chaque idée doit être blindée, soutenue par une thèse de doctorat, avant d'être exprimée. Enfin, le 4e type, le gourou non sollicité. Tu lui parles d'un petit problème, il te répond avec une théorie universelle complexe. Tu dis « je suis un peu stressé en ce moment ». Il répond « c'est un symptôme clair d'une dissonance entre ton animus et ton anima, probablement lié à un trauma prénatal non résolu ». Il n'écoute pas ton problème. Il utilise ton problème comme une excuse pour faire une démonstration de son savoir. C'est condescendant et invalidant. Tu voulais de l'empathie, tu reçois un cours magistral qui te fait sentir petit et ignorant. Ces 4 profils peuvent bien sûr se mélanger. Mais le point commun est toujours le même. La conversation est un jeu de pouvoir et tu n'es pas le joueur principal. Tu es le plateau de jeu. Partie 2. Pourquoi font-ils ça? La psychologie du drainage mental. Comprendre leur motivation n'est pas une excuse pour leur comportement, mais c'est une clé pour ne pas le prendre personnellement. La raison principale est souvent une profonde insécurité. Le besoin de prouver leur intelligence est une façon de compenser un manque de confiance en soi. Avoir raison devient leur identité. Si tu remets en question leurs arguments, ils ont l'impression que tu remets en question leur existence même. Il y a aussi le narcissisme conversationnel. C'est une tendance à ramener constamment la conversation à soi. Ils n'écoutent pas pour comprendre, ils attendent leur tour de parler. Ton histoire n'est qu'un tremplin pour la leur. Parfois, c'est aussi un manque de conscience sociale. Ils ne réalisent tout simplement pas l'effet qu'ils ont sur les autres. Ils sont perdus dans leur propre monde mental. Enfin, il existe un concept appelé sillonning. C'est une forme de harcèlement qui se déguise en curiosité polie. Le sillonnaire te bombarde de questions incessantes, demandant des preuves pour chaque affirmation, sous prétexte de vouloir juste un débat honnête. Mais son but n'est pas d'apprendre. Son but est de t'épuiser, de te faire abandonner la conversation par pure lassitude pour ensuite pouvoir clamer victoire. Quelle que soit la raison, le résultat est le même. Ton énergie est siphonnée. Alors, comment on arrête l'hémorragie? Partie 3, le manuel de survie, 4 stratégies pour protéger ton cerveau. Stratégie 1, la reconnaissance. La première étape est de prendre conscience du schéma. Après une conversation avec quelqu'un, fais une pause. Comment te sens-tu? Énergisé et inspiré? Ou vidé et anxieux? Ton corps et tes émotions sont le meilleur détecteur. Ne les ignore pas. Si tu ressens systématiquement un vide de cerveau avec une personne, tu as identifié un vampire potentiel. Stratégie 2, la méthode de la roche grise. Les vampires se nourrissent de réactions, alors ne leur en donne aucune. Deviens aussi ennuyeux qu'un caillou, réponds par des phrases courtes et non engageantes. Ah oui, c'est possible? Ne partage pas d'opinions fortes. Ne raconte pas d'histoires personnelles. Ne défends pas tes idées. Prive-les de leur carburant émotionnel et intellectuel. C'est incroyablement efficace
Le vampire, en quête de stimulation, se lassera et ira chercher sa dose ailleurs. Stratégie 3. Définir des limites claires. Parfois, il faut être plus direct, surtout avec des proches ou des collègues. Utilise des phrases simples et fermes. J'apprécie ta perspective, mais je n'ai pas l'énergie pour un débat là-dessus maintenant. Ou encore, acceptons d'être en désaccord sur ce point. C'est une façon polie de mettre fin à un débat stérile. Si on te donne des conseils non sollicités, merci pour ton aide, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de vider mon sac, pas de trouver une solution. Ce n'est pas méchant. C'est de l'autopréservation. Tu enseignes aux autres comment interagir avec toi. Stratégie 4. La sortie stratégique. Si tout le reste échoue, fuis. Limite ton exposition. Et toujours une porte de sortie en tête. Oh, excuse-moi, je dois passer un appel. Désolé de t'interrompre, mais je dois vraiment y aller. Ce n'est pas impoli, c'est une gestion de ressources. Tu ne passerais pas des heures à regarder une peinture sécher. Ne passe pas des heures à te faire vider le cerveau. Si le vampire est dans ton cercle proche, planifie des interactions courtes et en groupe où son attention sera diluée. Conclusion, ton esprit est un jardin, pas un forum de débat public. Reconnaître et gérer les vampires intellectuels, ce n'est pas une question de gagner des arguments. C'est une question de préserver ta paix intérieure. Ton attention, ta curiosité et ton énergie mentale sont des ressources finies et précieuses. Ne laisse personne les polluer par son insécurité. Apprends à identifier les signes. Entraîne-toi à désengager. N'aie pas peur de poser des limites. Et souviens-toi qu'il est tout à fait acceptable de quitter une conversation qui te coûte plus qu'elle ne t'apporte. Tu es le seul gardien de ton espace mental. Sois sélectif sur qui tu laisses entrer.